Bienvenue Mohamed Yousfi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence marocaine de la logistique. De développement de la logistique. Développement de la logistique. Ah ben c'est bien, il y a le terme de développement, donc on va parler beaucoup de ça. Encore développé, voilà. Mohamed Yousfi, sur très rapidement le paysage aujourd'hui. On vous avait reçu l'an dernier, vous veniez d'être nommé directeur général. Est-ce que depuis un an, il y a des choses qui se sont passées dans le secteur, dans le domaine de la logistique? Tout à fait. En fait, depuis ma nomination en avril dernier, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En fait, il faut rappeler déjà que la stratégie en elle-même a commencé à être déployée, ça fait déjà longtemps. C'est le contrat-programme 2010-2015. Exactement, je rappelle que le contrat-programme, qui acte la feuille de route qui a été décidée pour le déploiement de cette stratégie, a été signée en avril 2010, avec un certain nombre d'objectifs. Qui n'ont pas été tous atteints. Qui n'ont pas tous été atteints, c'est sûr. Oui. Bon, on ne va pas se voiler la face, il faut rappeler quelques-uns. Normalement, lorsque l'étude a été faite, on a établi le coût logistique, qui représentait dans le temps 20% du PIB national. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, exactement. Est-ce que vous confirmez le fait que c'est le fruit d'une étude menée par la Banque mondiale à cette époque-là, en 2006-2007, qui a fait ressortir ce chiffre de 20% du PIB? En fait, il y avait une étude de la Banque mondiale et il y avait également une étude qui est très intéressante, qui a été menée par le ministère de l'Équipement et du Transport du moment, avec le cabinet McKinsey, qui a confirmé ces chiffres. Oui, il y avait ces deux études plus ou moins parallèles. Exactement, voilà. Mais qui ont fait ressortir ces deux tendances lourdes quasiment identiques. On va en parler tout à l'heure. Donc il y avait normalement le coût logistique par rapport au PIB représentait 20%. En fait, l'objectif c'était quoi? C'était de le réduire de 5 points, arriver à 15%. De passer de 20 à 15. Voilà la question que vous allez me poser, on est à combien maintenant? Ouais, on est entre les deux. Donc, vous allez me répondre. Si je vous pose la question, vous allez me dire on est entre les deux. Non, entre 15 et 20. Franchement, on est entre 15 et 20, mais on est beaucoup proche de 20. D'accord. On est à 19 alors. On est à 19, exactement. Donc on a gagné un point. Un point, et on va dire pourquoi. On a gagné un point. Mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait, au contraire. Oui. Donc parce que quand vous voyez la stratégie logistique en elle-même, elle est bâtie autour de 5 axes. Déjà au Maroc, il n'y avait pas d'organe qui gérait ce secteur de la logistique, aussi complexe qu'il est, parce qu'il est transverse à toutes les disciplines. Vous trouvez la logistique dans l'agriculture, le tourisme, l'énergie, l'industrie, un peu partout, d'accord? Les services. Donc c'est transverse, les services, voilà. Donc c'est ce qui fait la complexité de la chose. Donc tout d'abord, il fallait créer des organes qui vont porter ce secteur. Ça a pris un peu de temps. Et pour un peu le structurer. Exactement, pour le structurer. Autour d'une vision. Exactement. Okay. Il faut qu'il y ait quelqu'un, ou une entité qui va fédérer tout ce beau monde pour pouvoir asseoir cette stratégie logistique. Donc il y avait la création de deux entités qui sont toutes les deux très importantes. Donc l'Agence marocaine de développement logistique et à côté, un truc mixé entre le privé, les professionnels et l'État, qui est l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique. D'ailleurs, depuis le temps, depuis la création de l'Observatoire, on vient d'avoir ces derniers temps, donc déjà au niveau de la 7e édition de Logismed, qui a été couplée avec le Europe 2018, et maintenant on a des chiffres qui sortent de l'Observatoire. Donc on travaille. Donc ça produit. Ça produit, exactement. Donc nous avons des indicateurs. Il n'y a pas que McKinsey qui produit, il n'y a pas que la Banque mondiale, exactement. Il y a aussi l'Observatoire. Donc nous, on produit avec l'OMCL des chiffres qui reflètent l'état du secteur logistique au Maroc. Et dans ce sens, nous avons certains indicateurs qui montrent qu'il y a des efforts qui ont été déployés et qu'on en a tiré certains fruits. D'accord? En fait, l'autre chose qui n'a pas vraiment marché, parce que dans le temps, donc la part de la valeur ajoutée créée par le secteur de la logistique au niveau du PIB était de 5%. Bon, la stratégie, qu'est-ce qu'elle prévoyait? Elle prévoyait donc un gain entre 3 et 5% de plus. C'est-à-dire que maintenant, entre 8 et 10. On doit être entre 8 et 10. Oui. Malheureusement, oui. On est toujours un peu plus que 5. Oui, 5 et 10, il y a un petit pas qui a été franchi dans ce sens. Ça reste très faible. Pourquoi? Moi, je vais dire pourquoi. En fait, la stratégie, comme je l'ai dit, elle est bâtie autour de 5 axes. Donc cet axe de gouvernance, on peut dire que ça a été rempli à 100%, d'accord, par la création des deux entités. Donc vous avez l'axe, donc il y a un axe qui tourne autour d'actions, donc qui mène à des opérateurs donc, performants, d'accord, des opérateurs logisticiens performants. Dans ce sens, il y a un ensemble d'actions qui ont été menées et qui sont très importantes pour le secteur. La normalisation, donc il y a un chantier qui a été ouvert par la MDL. Bien sûr, tous nos chantiers sont faits en partenariat avec la profession. D'accord? Quand vous dites normalisation, c'est quoi la normalisation? C'est la normalisation de tout ce qui peut être normé et cadré au niveau du secteur. D'accord. Depuis la construction des entrepôts, jusqu'à leur gestion. D'accord? Et tout ce qui est activité connexe autour. D'accord. Voilà. Donc il y a presque une vingtaine de normes qui a été comment dire, révisées et validées par la commission de normalisation. C'est des normes nationales. Nationales, je dis bien nationales, exactement. Bien sûr, il y a du benchmark sur ce qui se fait à l'international, mais on est arrivé à prendre votre propre norme. Des normes nationales, voilà. Donc nous avons la commission nationale qui a été donc établie et qui a travaillé entre 20 et 30 normes qui sont déjà donc validées par l'ensemble de la commission. Nous avons donc le programme très intéressant que tout le monde connaît, qu'on a baptisé
PME Logis. Oui. Donc c'est un problème, c'est vrai, qui a été acté, ça fait déjà longtemps, mais on a effectivement commencé à son déploiement à partir d'octobre 2018. Donc c'est des PME spécialisées dans la logistique. Toutes les PME qui travaillent dans le secteur de la logistique et du transport, y compris les chargeurs qui ont une fonction logistique, peuvent bénéficier de ce programme. D'accord. Avec un soutien financier? Exactement. Donc il y a l'assistance technique qui a pour but de relever le niveau logistique. D'accord. Des logisticiens et des chargeurs dans leurs composantes logistiques. Donc il y a 9 produits. Donc vous en avez 2 qui sont destinés uniquement pour le chargeur, 2 uniquement pour le logisticien de transport et 4 produits qui sont transverses, qui sont communs en tout. Donc à notre surprise, c'est un programme qui a pris. D'accord. Donc juste sur les 4 derniers mois de l'année 2018. Juste rassurez-moi, vous donnez de l'argent parce que c'est de l'argent public, parce que c'est une démarche soutenue. Donc quelque part c'est un peu des subventions qui sont attribuées aux entreprises PME éligibles. On est bien d'accord? Je vais vous parler du montage financier. Là où le montage financier, non, mais ce qui m'intéresse c'est juste la contrepartie. Voilà, exactement, ce n'est pas un montage si simple. En fait il y a l'AMDL, il y a le GIEC Translog et il y a la PME elle-même. Donc c'est une approche participative, d'accord? Parce que quand vous donnez comme ça de l'argent tout court… surtout c'est l'argent public, c'est l'argent des contribuables. Exactement. C'est pour ça que je vous posais la question. Donc c'est de l'argent qui est mixé avec une part qui est apportée par l'entreprise, d'accord, pour un petit peu bénéficier d'un de ces produits, qui part depuis la formation jusqu'à la digitalisation. Est-ce que ça vise comme instrument de mesure la compétitivité de la PME? Mais bien sûr. Voilà, donc je pose la question. Parce que vous avez des PME, d'accord, qui ont toute la bonne intention du monde, mais ils n'ont pas le niveau qu'il faut. Donc parmi les produits que nous avons, c'est le diagnostic de la PME dans sa composante logistique. D'accord. Et voir qu'est-ce qu'il leur faut, d'accord, pour un petit peu les mettre à niveau et les rendre compétitifs. Donc ça a pris? Oui, ça a pris. Au prix de quel type de PME, dans quel secteur d'activité? Dans tous les secteurs, les chargeurs, les transporteurs, les logisticiens. D'accord. Donc là, c'est un programme qui a très pris. Et puis 2019, ça relance très bonne. Donc déjà 100, je crois, aux alentours de 140 PME qui ont profité du programme. Donc, il y avait combien de PME qui s'étaient portées candidates à ce programme? Je crois qu'on a dépassé les 300 et quelques qui ont été inscrites. 300, il y en a 140. Mais il y a des conditions d'éligibilité, bien sûr. Mais c'est pour ça que je voulais voir les critères d'éligibilité. Voilà, il y a de l'éligibilité quand même qui doit être respectée. Parce que comme vous l'avez si bien dit, c'est de l'argent de l'État. Bah oui. On ne va pas le gaspiller n'importe comment. Oui, et puis s'assurer de la contrepartie surtout. Voilà. Et puis bien sûr, de par la convention qui a été signée dans ce sens, il y a un comité de pilotage qui a cette faculté donc d'adapter les conditions d'éligibilité et les conditions pour faire bénéficier les PME. Dernièrement d'ailleurs, on a fait une petite, rien de petite, un petit amendement donc, qui est permis d'ailleurs par la Convention et on a descendu pour les transporteurs jusqu'aux sociétés qui ont des chiffres d'affaires de 300 000 dirhams. Donc les TPE. TPE, voilà. Exactement, pour également les mettre à niveau et pourquoi pas ne pas leur permettre de grandir et de devenir de vrais PME. Et ceux qui sont entre les deux? C'est comme l'imposition, ça l'appelle. Ça profite. La pression fiscale, est-ce que c'est aujourd'hui les opérateurs, parce qu'il y a les opérateurs structurés, qui se disent en tout cas structurés, qui payent leurs impôts, qui ont des camions qui roulent sur nos routes toute la journée, qui disent nous, on en a marre. Il y a trop d'informels. Voilà, donc l'histoire de l'informel… Ce qui nous tue, ce qui nous fatigue, ce qui nous plombe, c'est l'informel. Et on attend que, aussi peut-être de la part de l'AMDL ou de l'État ou du ministère, en tout cas au travers de son ministère de tutelle, qu'il y ait une régulation qui soit faite. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous, quand on avance, quand certains opérateurs avancent le chiffre de 80% du secteur qui serait, j'ai bien dit qui serait dans l'informel, au niveau du transport, route, marchandises, est-ce que vous confirmez ce chiffre ou pas? Tout d'abord, j'aimerais connaître comment les gens ont pu calculer ces 80%. Avec quelle machine à calculer ou comment Est-ce qu'il y a une formule magique pour trouver les 80%? Ça, je n'en sais pas. L'informel, c'est sûr que ça existe. Sa quantification, on peut trouver toujours une approche pour le faire. Mais 80% me paraît vraiment exagéré. Et ça reste un avis qui est vraiment personnel. Oui, non, mais… Parce que là, on est en train de parler de transport de marchandises. Transport, route, marchandises. Voilà, exactement. Donc les 80% me paraissent un petit peu exagérés. Comme je vous l'ai dit, s'il y a une formule magique qui puisse calculer ça, je suis preneur. Donc pour vous, c'est… Il y a de l'informel, d'accord. Mais on n'est pas à ces niveaux On n'est pas à ce niveau de 80% quand même. Sinon, d'ailleurs, pour vous dire, il y a un ensemble d'opérateurs, 3PL, qui se sont installés chez nous. Je peux même vous donner le chiffre. Je l'ai. Sur mais bien sûr, sur les 3PL. Donc vous avez, dans les top 50 des 3PL au monde, 13 se sont installés au Maroc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le secteur était aussi informel qu'eux, ils ne viendraient pas. Exactement. Donc, et sur les 13, 80% font partie du top 20 mondiaux. Et ce chiffre-là, moi je le tiens du vice-président de la Fédération des transports de la CGM, du secteur privé. Ce n'est pas un chiffre que j'ai pris à la volée comme ça ou que j'ai vu sur Google.
Voilà, donc je sais pas. C'est Haj Google, on peut te dire. Hein. Ouais, mais là c'est pas Haj Google qui me l'a dit, c'est le vice-président donc, de la fédération. Mais je ne sais pas, moi je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Voilà. Le 80%, je ne suis pas du tout d'accord. Par rapport à ça, par rapport aussi, donc on va quitter juste ça sur revendication attente aussi par rapport pour l'amélioration aussi du coût logistique. D'accord. C'est de dire voilà, nous on avait besoin, suite à la libéralisation du secteur des hydrocarbures, on a demandé à l'État aussi depuis des années, pas forcément à M. Yousfi, mais en tout cas depuis des années au pouvoir public, l'introduction du carburant professionnel, du gazole professionnel aussi, pour qu'on puisse être aussi compétitif que les camionneurs espagnols ou italiens. Et ça, on n'a toujours pas gain de cause, ça n'a pas avancé. Est-ce que là-dessus, vous en pensez quoi vous? C'est une question qui a été posée au ministère de l'Équipement et du Transport logistique. C'est une question qui devrait être posée et qui est posée actuellement à tout le gouvernement, parce que ça met en jeu un ensemble de secteurs, l'énergie, le transport, les finances, l'intérieur. Amélioration du pouvoir d'achat en toile de fond, voilà, c'est pour ça. Vous savez, on peut améliorer le pouvoir d'achat avec un ensemble d'actions, autres que le carburant qui est subventionné. Et ça, c'est recevable comme revendication un peu d'opérateur du secteur ou pas, pour vous? Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'il va falloir démystifier et voir un petit peu. Parce que vous savez comment ça touche, ne serait-ce que l'automne dernier, automne 2018, c'était octobre-novembre, quand il y a eu des grèves, tout de suite il y a eu inflation des prix de la tomate, de la courgette et de la volaille. Il y a d'autres solutions alternatives. Par rapport à la grève des transporteurs. On n'est pas obligé carrément de donner du carburant qui est subventionné. On peut indexer le prix du transport sur le carburant. Oui, mais quand ça a été fait. Comme ça, on va formaliser. Quand ça a été fait, ça n'a jamais été fait. Oui, en fait, indexer. Je parle du coût du transport. Le coût du transport, indexé sur le coût à la pompe. Le coût à la pompe. Le coût à la pompe, c'est autre chose. D'accord. Vous avez un coût de la pompe, à la pompe, vous indexez dessus le coût du transport. Ça n'a rien à voir avec l'indexation de. Et pourquoi on ne fait pas ça? Moi, je ne suis pas ministre. Hein. Non, je ne fais pas partie du gouvernement. En tout cas, je vous souhaite de l'aide. Je ne sais pas si c'est votre ambition ou pas. Non, je ne suis pas politique. Pas politique. En tout cas, vous êtes directeur général de l'AMDL. Mais c'est aussi une piste, en fait, ça? Oui, c'est d'indexer le prix à la pompe bien sûr que c'est une piste. Bien sûr que c'est une piste. Au coût du transport? Je ne vais pas dire que c'est la meilleure, mais c'est une réflexion qu'il va falloir creuser. Mais c'est possible de l'opérationnaliser, ça? Mais bien sûr que c'est possible de l'opérationnaliser. Pourquoi on ne le fait pas? Je ne sais pas. C'est une idée parmi d'autres. Oui, non, mais c'est bien. Ça se discute, voilà. En tout cas, c'est une idée, ça a du sens et j'espère qu'elle fera son chemin. Inch'Allah, j'espère. Oui, donc. Et bien, par rapport à la structure, aujourd'hui, on a des opérateurs qui nous disent voilà, on arrive à maîtriser le coût de production de ce qu'on produit, de ce qu'on fabrique. C'est normal. Voilà, mais ce qui nous tue, c'est la cherté du coût logistique. Pour monter en puissance et pour développer un petit peu à la fois les secteurs d'activité et à la fois les chiffres d'affaires des entreprises. Là, vous posez une question qui est très intéressante. Et la réponse est toute claire. Quand vous avez... prenez une petite photo Google et vous voyez comment se fait le stockage et l'entreposage. Donc vous avez des dispersions de partout. Pas du tout de massification. Donc comment voulez-vous baisser ce coût logistique? Donc il faut déjà, sur l'existant, mutualiser, optimiser et mieux gérer en fait, ce que vous êtes en train de dire. Si on ne mutualise pas, si on ne massifie pas le flux, on n'aura pas de réduction du coût logistique. Mais comment je peux massifier le flux, l'optimiser et l'organiser quand 80% des secteurs, c'est des propriétaires qui ont 2 camions? Est-ce que c'est jouable? Ça n'a rien à voir. Quand j'ai une flotte de 200 camions ou de 2 camions, c'est une zone de massification. Au lieu de faire le tour pour prendre les marchandises, je vais directement à la zone et je charge mon camion. Si j'ai un camion ou j'ai 200 camions, c'est pareil. Le volume d'un camion, c'est le volume d'un camion. Oui, mais bon, ça serait plus simple d'avoir de grands opérateurs qui ont une grande flotte aussi. Voilà, ça serait je dis l'avantage de la massification, d'accord. Et dans ce sens, il y a un chantier qui vient d'être ouvert. En fait, le chantier existait toujours. C'est tout un axe au niveau de la stratégie logistique. Ça concerne la création de zones logistiques de massification. Oui. Ça fait partie de votre plan d'action. Mais bien sûr. J'ai vu ça. Bien sûr. Quand vous voyez actuellement, il y avait juste les 28 hectares qui étaient créés au niveau de Znata par la SNTL. Et ça ne marche pas très bien. Pourquoi ça ne marche pas très bien d'ailleurs, Znata? Bon, il y a beaucoup de raisons. Vous voyez, quand Znata a été créé, elle a été créée pour être liée au port. Oui. Alors qu'est-ce qui a pris du retard? C'est la liaison au port. Donc il y a la partie maritime qui a été faite. C'est-à-dire qu'on a commencé par la logistique, on a créé des espaces, on a mis un parc, mais la transformation du port, tout ce qui devait être fait a pris plus de temps que prévu. Znata, c'est plus de 300 hectares. Les 28 hectares, les 28 hectares, c'est tout petit par rapport. Ce n'est même pas 10%. Mais Znata est conçu pour travailler notamment avec le port. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? C'est normal que l'ANP qui détient plus de 200 hectares, il y a l'ONCF qui détient presque 100 hectares, n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liaison avec le port jusqu'à maintenant. Et pour ça, le projet est vraiment complexe. Parce qu'il n'y a pas une seule entité qui le gère. Vous avez l'ANP qui a fait ses travaux. Plusieurs opérateurs, plusieurs intermédiaires, plusieurs acteurs. Vous avez surtout la ville et ses arrondissements, d'accord, et la région. Donc les collectivités locales, je crois qu'ils doivent avoir également la maturité nécessaire pour pouvoir faire aboutir ce genre de projet. Parce qu'on est sur des projets qui sont complexes, nous avons des partenariats. C'est intéressant ça, parce que je sais que vous avez un schéma régional aussi
d'entreposage, d'organiser un petit peu par territoire, avec l'approche territoriale à l'échéance 2020. Exactement. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Dans tout ce qui est transfert de compétences. Là. Oui, vous parlez de l'échéance 2020. Je ne sais pas comment ça a sorti. Non, 2020 parce que j'ai préparé votre venue. Pour moi, c'est important de préparer la venue de. Parce qu'on n'a pas communiqué dessus. Voilà, mais j'ai vu ça, 2020, enfin, fin 2020 en tout cas. Exactement. Mais simplement de se dire, voilà, aujourd'hui, deuxième idée, soumise par Mohamed Yousfi, qui n'est pas ministre, qui le sera peut-être un jour, même si ce n'est pas son ambition, qui est DG de la MDN, qui nous dit, voilà, il faudrait aussi que les collectivités territoriales puissent jouer aussi plus de rôle. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, le transfert État, région, collectivité territoriale, il ne doit pas y avoir qu'un transfert aussi de dotation financière, mais de prérogatives et peut-être la gestion aussi de parcs comme ça fonciers, ce serait beaucoup plus logique et cohérent que ce soit les collectivités territoriales? Là, je vais vous répondre, ça dépend des collectivités. Là, je prends deux régions, d'ailleurs que j'ai bien ciblées avec mon équipe pour travailler dessus, pour sortir des zones logistiques, où j'ai été vraiment agréablement surpris. Je parle de la région du Souss-Massa et de Fès-Meknès. Quand on a validé avec les schémas régionaux donc de création de zones logistiques et qu'on a voulu faire donc, une première initiative de création d'une première zone, il y avait de la collaboration totale et parfaite. J'ai été vraiment étonné. De tous les acteurs, publics et privés. Exactement. Il y avait la région, il y avait les autorités. On a mis la main dans la main et vraiment ça marche très bien, on est bien avancé. Aussi bien sur l'acquisition du terrain. D'ailleurs, sur ce modèle, je voudrais bien vous dire des choses. L'acquisition de terrain foncier. Vous savez que pour faire réussir une zone logistique, il faut qu'elle soit à proximité des agglomérations. D'accord. Et dans ce sens, vous n'êtes pas sans savoir que l'activité logistique ne peut pas concurrencer avec d'autres activités qui sont génératrices de plus de revenus, comme l'immobilier, l'industriel et tout. Donc dans ce sens, nous, au niveau de l'Agence marocaine de développement logistique, le modèle qu'on a développé et qu'on essaie de faire convaincre avec tous les pouvoirs publics est le suivant. En fait, on va faire le calcul inverse. On va dire, si on a un immobilier logistique, pour qu'il y ait preneur au niveau des professionnels, il faut que ça rapporte de l'argent. Il faut qu'il y ait un niveau de rendement intéressant. Il faut que je gagne. Donc on définit le rendement locatif qu'il faut, on part de cette hypothèse pour sortir le prix du terrain. Pour l'estimer le fixer. Exactement. Donc c'est nous qui allons faire l'aménagement de la zone et donner au privé l'immobilier logistique sur lequel, plutôt le terrain sur lequel il va construire son immobilier logistique avec des prix qui sont aménageurs, développeurs. Nous serons aménageurs et le développement sera donné au privé. Nous on fait tout ce qui est donc VRD, hors site, le petit bâtiment communautaire pour la gestion des services communs. On réserve un terrain pour la formation. On en parlera tout à l'heure. Oui, on va parler parce que c'est véritable chose. Donc ça veut dire que les opérateurs qui disent le foncier coûte trop cher. On est en train de régler ça. Et sincèrement, l'État était preneur. Les taxes sont trop élevées, la fiscalité est trop élevée. Je ne vois pas où est la place de la fiscalité ici. Vraiment, l'accès pour la logistique, je le dis. Si on veut acheter le terrain avec les prix courants, les prix coûtants au niveau du marché, les activités logistiques ne seront jamais rentables. Ça, c'est sûr. Parce que le foncier est cher. Est cher. Voilà. Donc nous essayons d'aller sur le foncier de l'État, que ce soit les terrains du domaine, les collectivités ethniques, les eaux et forêts, pour rendre l'opération. Pourquoi le foncier chez nous est plus cher qu'en Espagne pour les opérateurs? Il n'est pas cher, il n'est pas plus cher. J'ai été dernièrement à Madrid. Parce que c'est le même montage. J'ai reçu un opérateur du secteur, qui est une grande compagnie de transport de marchandises par camion, qui me dit moi par rapport à mon voisin espagnol, je suis moins compétitif. D'ailleurs, j'ai perdu un gros contrat. Parce que tout simplement, en Espagne, les terrains sont subventionnés. Quand vous allez à la plateforme logistique de Madrid, c'est le même schéma. Ils prennent le terrain. Sauf que l'État subventionne. Voilà, ils aménagent et ils vendent à un prix qui permet aux opérateurs de gagner de l'argent. C'est exactement le même modèle qui est en train d'être engagé au niveau du Maroc. Il va y avoir aussi du foncier qui va être subventionné pour les acteurs qui vont vouloir les opérateurs investir dans le foncier logistique. Parce que nous, on essaie de prendre le terrain en tant que MDL ou région ou je ne sais qui va aménager. On le prend à un prix intéressant qui permet ce rendement locatif dont je vous ai parlé. Donc ce qui fait par exemple, l'opérateur s'il cherche du terrain chez du privé, il va le trouver peut-être à 900 000 dirhams. Chez nous, il va le trouver à 500. Ça va lui garantir ce rendement locatif de entre 9 et 11%. Et en même temps, l'État, ça lui permet de gagner des sous aussi. Parce qu'il valorise aussi le terrain quand il y a autre chose de très important qui va falloir mettre en jeu. Parce qu'au-delà de la rentabilité financière du projet, il faut voir la rentabilité économique. Ça veut dire quoi? Ce que va gagner la communauté. Moi, quand je massifie, quand je garantis la traçabilité, quand j'évite la nuisance dans les villes, quand je réduis l'impact sur l'environnement, c'est la communauté qui est gagnante. Complètement. Et à côté, je crée de l'emploi. À faire à Casablanca, par exemple. Voilà, je crée de l'emploi. J'ai des opérateurs qui sont donc vraiment, comment dirais-je, à niveau, qui peuvent donc aspirer à être au niveau du standard international. Et tout ça, c'est un gain pour toute l'économie de l'État. Et j'ai réduit l'empreinte carbone. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Voilà, les nuisances à l'environnement. On va sur la formation.
D'accord. C'est un gros enjeu aussi. Donc je le disais, en tout cas, juste, vous êtes engagé donc, à créer 12 plateformes régionales à l'horizon. Plusieurs, en fait, sur 12 régions. 12 hubs en tout cas. Vous pouvez trouver dans une région 3 plateformes de massification. En fonction 4, de. Voilà. Ça dépend des régions. En tout cas, toute une vision et une stratégie qui court jusqu'à la fin 2020. Fin 2020, on s'est fixé comme date butoir, la fin 2020, pour avoir les 12 contrats régionaux signés. Signés, actés. Actés, exactement. La formation, compétences logistiques. Voilà. Là, il y a le chef de l'État qui a présenté un nouveau plan de formation professionnelle. Est-ce que la compétence logistique et la formation logistique en fait partie? Parce qu'il y a du digital, il y a du e-learning, il y a de tout. Est-ce qu'il y a de la compétence en matière de logistique? Je vais vous répondre. Et des plans de formation? Heureusement pour nous, donc on avait bouclé notre étude sectorielle sur la formation. Donc bien avant ce qui s'est passé dernièrement, un truc qui a été partagé et concerté avec tout le monde, tous les acteurs de la formation et tous les professionnels. Donc c'est une étude qui a abouti sur la définition d'un plan de formation sur le quinquennat 2020-2024. Oui. On a défini tous les métiers de la logistique qui sont au nombre de 21. Il y a 21 métiers. 21 métiers de la logistique, aussi bien manager donc, que maîtrise et agent. On a défini tout ce qui est RMREC. Et quand vous dites la logistique, c'est toutes les formes de logistique. Toute la chaîne logistique logistique urbaine aussi, parce que c'est en forte croissance chez nous. On parlera de la logistique urbaine. Voilà. Toutes les composantes du secteur. Tous les métiers du secteur. Exactement, sans couvert. Et on les a scindés en 21 métiers, d'accord, qui sont couverts par le fonction travail, par les REM et par les REC. Et dans ce sens, donc, on a créé un board qu'on a appelé board de la formation. Donc c'est un board qui comporte en fait toutes les entités qui sont intéressées par la formation, aussi bien donc, institutionnelles que professionnelles, d'accord, pour essayer de suivre le déploiement de ce plan de formation. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé dernièrement, aussi bien avec le département de la formation professionnelle pour tout ce qui est donc formation professionnelle, aussi bien chez l'OFPPT que chez les acteurs privés. D'accord. Et l'enseignement supérieur dans toutes ses composantes, école d'ingénieurs, université, pour le déploiement donc, de ce qui a été arrêté. Est-ce que la problématique des langues s'est posée? Ça va être en anglais, en chinois, en l'anglais. L'Arabia Foussa, ça va être en... Parce que vous avez vu tout le débat national qu'on a aujourd'hui sur l'enseignement de matières scientifiques. L'histoire de la langue, c'est un truc qui est transverse à toutes les formations. Donc notamment pour la logistique, notamment pour la manager, l'anglais s'impose. L'anglais s'impose. Si vous voulez travailler à l'international, c'est l'anglais, c'est pas le français. Il n'y a pas eu de résistance culturelle en vous disant non, il faut renforcer la langue arabe. C'est une demande. C'est une demande très forte. C'est une demande très forte de la part des professionnels. Donc du coup, tout le débat national, en fait, vous êtes largement au-dessus. Si vous l'appelez comme ça. Non, si vous le voyez comme ça. Non, ça passe au-dessus, ça passe en dessous. dessous. Pour nous, c'était une évidence pour le secteur. Et ça a été demandé par les professionnels, confirmé par les acteurs étatiques. Donc il n'y a pas de problème. Dernière petite question, est-ce que vous avez chiffré le nombre de personnes que vous allez former chaque année? Bien sûr. Parce qu'il y a un déficit en matière de formation. Voilà. Il y a combien de jeunes qui vont être formés à ces 21 métiers? Je n'ai pas le chiffre, mais 87%, c'est la formation professionnelle. 87%. Le reste, c'est le management. Management. Exactement. Donc en tout cas, ça c'est ficelé, 2020, 2000... C'est ficelé, acté, partagé avec tout le monde. Avec le financement qu'il faut? Bien sûr. De toute façon, quand on parle de formation, par exemple, les 87 fonds pour la formation professionnelle, la spécificité du secteur, c'est que la formation pour le secteur de la logistique doit se faire soit par alternance, soit par apprentissage. Et comme vous avez dit, chaque fois qu'on crée une zone logistique, il y a du terrain qui est réservé pour la formation, pour garantir cette formation par alternance ou par apprentissage. Vous savez comment c'est déjà une révolution ça. Parce qu'avant ça n'existait pas. Bah oui, c'est déjà rien que ça, c'est une révolution. Et la deuxième révolution aussi, elle est culturelle. C'est-à-dire que peu importe la langue, aujourd'hui, c'est ce que demandent les opérateurs et les professionnels. Et si c'est de l'anglais, c'est de l'anglais. Si c'est du français, c'est du français. Et si demain c'est du mandarin, ben ça sera du mandarin. Et là, je remercie beaucoup les gens qui ont créé, qui ont établi le texte de la MDL. Parce que je crois que c'est le tout établissement de l'État ou le principal organe de gouvernance, qui est le conseil d'administration. Donc vous avez presque 30% du privé. Donc c'est une gestion vraiment bipartite entre les professionnels et l'institutionnel. Merci en tout cas Mohamed Yousfi. Je rappelle que vous êtes directeur général de la MDL, l'agence marocaine de développement de la logistique. Exactement. Et la petite anecdote aussi entre Mohamed Yousfi et l'Info en face et Rachid Alaoui, c'est qu'on s'était vu l'an dernier, quasiment à la même époque, 3 jours après votre nomination, en tant que directeur général. Depuis le temps, je vous aime bien. C'est réciproque. Merci à vous et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.